Cet appel lancé par Netanyahou aux Européens pour sanctionner l'Iran. Emmanuel Navon est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'ailleurs des Européens ce soir parce que clairement on voit bien qu'ils n'ont pas réussi à tenir cet accord de Vienne. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a des différences d'intérêt économiques entre les Européens et les Américains. Le commerce entre les États-Unis, l'économie américaine et l'Iran est minime, tandis que les économies européennes, en revanche, ont d'énormes intérêts économiques en Iran. Donc les intérêts économiques ne sont pas les mêmes. Lorsque ces sanctions sont réimposées, les sociétés européennes en souffrent beaucoup plus que les sociétés américaines. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Commission européenne avait mis en place ce système finalement de contournement des sanctions américaines. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, même si les Européens aujourd'hui se montraient plus fermes vis-à-vis des Américains, cet accord, au bout du compte, est également avec la Chine et la Russie. Ne l'oublions pas. La Chine n'a aucune volonté de cesser son commerce dans le domaine énergétique avec l'Iran. La Russie non plus. Et par conséquent, ça n'est pas seulement les Européens, ce sont également les autres signataires. Au bout du compte, ce bras de fer, il est entre les États-Unis et l'Iran. Les Européens, finalement, n'ont pas vraiment le choix et n'ont pas énormément de choses à faire. La plupart des sociétés européennes, lorsqu'elles doivent choisir entre le marché américain et le marché iranien, évidemment qu'elles choisissent le marché américain. Et par conséquent, ces sanctions américaines poussent les sociétés européennes également à participer évidemment aux sanctions contre l'Iran en dépit du coût que qu'elles subissent. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y a également l'Iran et la Chine et la Russie qui, elles, n'ont aucune intention de se retirer de l'accord. Alors ce soir, le fait que l'Iran annonce donc qu'il dépasse ouvertement les stocks d'uranium enrichi dont il doit disposer, est-ce que ça crée une menace supplémentaire ou est-ce que finalement c'est une pression de plus que tente d'exercer l'Iran et que ça ne met pas finalement la paix en danger selon vous? Les deux, ce sont les deux. C'est-à-dire que là, effectivement, les Iraniens disent ouvertement l'accord finalement est devenu caduc. Puisque si évidemment ils enrichissent au niveau dont ils parlent, l'accord n'existe plus finalement, puisque c'était une des conditions fondamentales de l'accord. C'est également une façon pour eux de tester les États-Unis, parce qu'en fait aujourd'hui on se retrouve dans une dynamique où les États-Unis ont quitté l'accord, réimposent des sanctions sur l'Iran, et les Iraniens finalement testent les Américains. C'est pas seulement leur décision d'enrichir l'uranium à un niveau qui est interdit par l'accord sur le nucléaire, c'est également leurs attaques contre les cibles dans le Golfe Persique. Et comme l'a rappelé votre reportage, le chef du Mossad a révélé aujourd'hui qu'Israël a les preuves que c'est bien l'Iran qui est derrière ces attaques. Donc les Iraniens sont en train de tester les Américains. Et là, la réaction de l'administration Trump sera très importante parce qu'en fonction de cette réaction, on saura oui ou non si les Américains peuvent imposer quelque chose à l'Iran ou pas. Parce que si l'administration Trump ne réagit pas, eh bien, les Iraniens continueront dans leur provocation. Alors ce soir, du coup, c'est Netanyahou qui est remonté au créneau, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il demande à l'Europe d'agir. C'est une manière pour lui de dire aussi aux Américains d'agir, parce qu'il ne peut pas le faire aussi ouvertement peut-être avec Trump. Encore une fois, quand on dit agir, qu'est-ce que ça signifie Sanctionner. Voilà, alors les sanctions économiques, mais encore une fois, les Européens, eux, on sait qu'ils ne veulent pas plus de sanctions, puisque leur société déjà en souffre suffisamment de ces sanctions. Donc je ne pense pas qu'on puisse attendre des Européens qu'ils imposent de nouvelles sanctions ou qu'ils se joignent aux sanctions américaines, puisque les Européens disent ouvertement qu'eux veulent préserver l'accord. Or, si eux se joignent au régime de sanctions américaines, cela signifie que eux-mêmes, finalement, de facto, se retirent de l'accord. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce n'est pas seulement les Européens. Imaginons que les Européens également se retirent de l'accord et imposent des sanctions. Mais quid des Russes et des Chinois, qui eux ont également des volumes énormes de commerce, en particulier dans le domaine énergétique avec l'Iran. Donc encore une fois, on ne peut pas s'adresser uniquement aux Européens. Ils sont un acteur très important, mais ils ne sont pas les seuls dans cet accord. Est-ce que vous avez l'impression que les Américains sont prêts à aller militairement à un bras de fer avec l'Iran, ou est-ce que Trump s'est clairement fixé une limite qui est celle-ci justement, de ne pas aller jusqu'à un nouveau conflit? D'abord, les Américains en ont la capacité, très clairement. N'oublions pas que les États-Unis sont une superpuissance, dont une superpuissance militaire. Ils ont la capacité, évidemment, d'agir contre l'Iran. Ça ne représente pas pour eux une menace existentielle. Ils ont la capacité d'agir. La véritable question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un président Trump, qui d'un côté s'est fixé d'arrêter le programme nucléaire iranien et qui en
en se retirant de l'accord et en imposant des sanctions, finalement, se place dans une logique de confrontation. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout de cette logique ou pas? En sachant que, d'un côté, il s'est engagé à empêcher que l'Iran n'obtienne l'arme nucléaire. D'un autre côté, il s'est également engagé vis-à-vis de son électorat, et n'oubliez pas que les élections de 2020 approchent et qu'il va être candidat de nouveau, à se désengager justement de la scène internationale. Et il a dit récemment pourquoi est-ce que c'est aux États-Unis d'assurer le libre-échange et la sécurité des mers au Proche-Orient et dans le Golfe Persique. Cela aussi, ça veut dire quelque chose. On ne peut pas à la fois s'engager militairement contre l'Iran et dans le Golfe Persique et dire à côté de cela mais que les autres payent finalement pour la sécurité du Golfe Persique. Donc on saura dans les prochaines semaines. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pour l'instant des messages contradictoires du président Trump. On sait qu'il avait ordonné une action militaire il y a quelques jours et que finalement il est revenu dessus. Mais encore une fois, on ne saura que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines dans quelle direction il se dirige. Mais sa décision aujourd'hui est fondamentale, parce que de sa décision et de sa politique dépendra finalement l'avenir du programme militaire iranien, nucléaire. Certains en 2015, quand cet accord a été conclu, disaient il va dans le mur, il n'est pas bon. C'était le cas de Netanyahou et de Trump. Aujourd'hui, il n'y a plus d'accord, on peut le dire. Qui avait raison, à votre avis? Ceux qui ont négocié cet accord, et on aurait peut-être dû lui laisser une chance, ou est-ce qu'il fallait, dès le départ, ne pas le signer? De toute façon, cet accord était temporaire, puisque l'accord avait cette fameuse clause de sunset. C'était uniquement pour 10 ans. Donc de toute façon, même les signataires de l'accord ne prétendaient pas qu'il était là pour résoudre le problème à long terme. C'était uniquement un accord temporaire, avec un système de vérification extrêmement problématique. Donc même les signataires de l'accord à l'époque ne prétendaient pas que cet accord était là pour résoudre le problème, mais uniquement pour repousser l'échéance. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales